Merci de votre présence à tous les 5, puisque nous avons Angèle Malattre-Lansac en visio. Thierry Chi, je vais commencer avec vous. Prenez le micro. On va rentrer dans le vif du sujet sans attendre. Est-ce que selon vous, cette coopération peut durer? D'ailleurs, elle en est où aujourd'hui, cette coopération publique-privée, à votre avis? Alors, je crois qu'il ne faut pas avoir de langue de bois. Le clivage entre le secteur public et le secteur privé en France est profond. Il est profond, il est culturel, il est idéologique. On a vu tout à l'heure dans l'enquête Via Voice que 27% des Français pensent que le secteur public peut ou doit tout faire en matière de santé. C'est sans doute encore davantage d'ailleurs dans le secteur de la santé si on faisait le même sondage. Et ça en total déni de réalité par rapport à ce que représente le secteur privé aujourd'hui en France. Lamine l'a dit tout à l'heure, un séjour sur 3, plus de 50% des chirurgies, etc. Alors à mon avis, et cette crise finalement a montré que c'était possible pour autant. On a réussi à coopérer, donc ça vaut le coup d'insister. Et à mon avis, il y a 3 ingrédients qu'il faudrait qu'on essaie de retrouver. Le premier, en fait, c'est un prérequis, et il est à la main du ministère de la Santé, et ce prérequis, c'est l'équité. Parce que si dans ce système, il y a la noblesse et le tiers-État, ben on ne donne ni envie à la noblesse, le secteur public, de coopérer avec le tiers-État, et on lui donne un sentiment de supériorité qui n'a pas de raison. Aujourd'hui, le secteur privé et le secteur public ont un chevauchement d'activités sur 95% des activités. On a les mêmes soignants, on a les mêmes médecins, on traite les mêmes patients. Donc il n'y a aucune raison d'avoir ce sentiment de supériorité. Et puis à l'inverse, on peut donner aussi, par la frustration, un petit sentiment revanchard au secteur privé qui n'est pas non plus très bon pour coopérer. Donc ce prérequis de l'équité, il est absolument indispensable, et ça c'est dans les mains du ministère, et c'est très important. Le deuxième ingrédient, à mon avis, c'est de retrouver un objectif commun. Comme Daniel Caille tout à l'heure, moi j'ai eu plusieurs vies, je n'ai pas toujours exercé dans le secteur de la santé, et finalement, en venant de l'extérieur, s'il y a un secteur où le patient devrait être au centre de tout, c'est bien la santé. Ouais. Et en fait, en France, on est tous responsables, hein. En fait, on est quand même très centré autour de nous-mêmes, professionnels. Hein, le secteur privé, le secteur public, les médecins, les ordres, les machins, etc. Et en fait, de réinvestir le patient, ce serait un bon objectif, comme le Covid a été un bon objectif, pour fédérer cette coopération. Et puis le troisième ingrédient, finalement, c'est d'avoir un catalyseur. Et les ARS, donc je passe le bâton, le relais après à Benoît, mais les ARS pourraient être ce catalyseur. Et finalement, si à chaque nouveau défi, à chaque nouveau challenge, à chaque nouvelle opportunité de créer des projets de santé dans les territoires, en fait, on stimule cette coopération, ben en fait, on va créer ces projets, et c'est dans le concret, dans l'action, qu'on va avancer. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une crise, en fait, pour que Absolument. ça se passe. Il faut qu'il y ait des projets qui vous fédèrent aujourd'hui. Benoît Elboud, qu'est-ce que vous en pensez? C'est Elbod, mais c'est pas grave. Elbod, pardon, excusez-moi. Écoutez, d'abord, je suis très content d'être ici. Merci beaucoup, mon cher Lamine, de m'avoir invité. Alors, pour répondre à cette question de coopération, je pense que, je vais raisonner en tant que médecin, désolé, je pense que c'est d'abord important de faire un bon diagnostic et un bon diagnostic commun. Et dans ma région, parce qu'en tant que directeur général de l'ARS, je n'ai pas de prérogative pour analyser les choses au-delà de ma région, mais bon, je pense que c'est à peu près partout pareil. Dans ma région, certes, je peux constater des problèmes de coopération, mais pas particulièrement public-privé. Et il y a des problèmes de coopération tout court, public-public, privé-privé, voire même dans vos établissements, entre 2 équipes médicales, c'est parfois difficile de les faire coopérer, voire même au sein d'une même spécialité, coopérer 2 médecins. Donc en fait, on a un problème global dans le monde de la santé, du fait que quand 2 acteurs sont indépendants, même quand ils sont très proches, mais ont des critères d'indépendance, ils ont du mal à coopérer. Pourquoi? Pour 3 raisons. D'abord, coopérer, ça veut dire souvent changer ses pratiques. Et il y a une résistance au changement. Partout, il y a une résistance au changement. En fait, on veut que l'autre change pour s'adapter à soi-même. Mais on a du mal à changer soi-même pour s'adapter à l'autre. La deuxième raison, vous la connaissez, c'est la concurrence. Vous êtes les établissements en concurrence. Vous avez besoin, établissements de santé, de faire plus d'activités
que l'autre pour pouvoir mieux vous en sortir économiquement. C'est le modèle financier qui est comme ça. Et chaque médecin, même vos médecins libéraux, bon, eux, ils ont une limite dans l'activité. En revanche, ils veulent faire le plus possible d'activités de haut grade, hyper spécialisées. Et donc, il y a une concurrence aussi entre médecins là-dessus. Donc, il y a une concurrence. Et le troisième facteur qui fait du mal à coopérer, c'est qu'il y a aussi des visions différentes. Il y a en effet, et ça c'est un facteur, une vision différente, publique-privée, au sens quel est le meilleur moyen de soigner quelqu'un? Est-ce que c'est dans un contexte d'équipe médicale publique, qui sont des vraies équipes, en tout cas c'est l'argument que défend l'hôpital public, avec un chef d'équipe, ou est-ce que le mode libéral, qui a l'avantage, selon les libéraux, d'avoir un médecin qui est plus attentionné avec son patient, parce que c'est son patient, c'est pas le patient de l'établissement ou de l'équipe, mais en revanche avec un travail d'équipe qui est moins formaté, puisque les libéraux sont indépendants les uns des autres. Je ne dis pas qu'un modèle est mieux que l'autre, en tout cas il y a une vision différente du meilleur moyen de soigner. Et la deuxième vision qui est différente et qui n'a rien à voir avec public-privé, auquel sont confrontés tant les publics que les privés, c'est la question de hyperspécialisation proximité. Alors, dans certains territoires, les deux peuvent se faire dans le même établissement. Il n'y a pas de problème. Dans certaines grosses villes, vous avez un établissement, 1 million d'habitants, vous faites les deux. Mais dans beaucoup de territoires, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est difficile. Et donc, vous avez deux visions différentes. Certains qui pensent qu'il vaut mieux de la proximité à de l'hyperspécialisation, parce que les maladies sont de plus en plus chroniques, qu'il faut voir le patient dans sa globalité. Et d'autres pensent que non, à l'inverse, il faut concentrer l'activité à un endroit, parce que c'est là qu'on fera les meilleurs actes techniques. Je me rappelle, j'étais au Congrès national de la chirurgie gynécologique, où le président des chirurgiens gynécologues, alors je ne sais plus quelle instance, CNU ou autre, dit mais pour moi, sur le cancer gynéco, il faut 30 structures en France, pas plus. Alors je lui dis mais 30 structures en France qui font de la cancéro-gynéco, comment on fait pour être attractif pour des gynécologues obstétriciens qui ne peuvent plus en faire? Mais ça peut être attractif de faire de la gynécologie obstétrique sans faire de cancéro. Et je lui ai répondu, il n'y a que les gens qui ne font que de la cancéro qui me répondent ça. Oui. Évidemment. Donc aujourd'hui, premier point diagnostic, c'est la coopération est difficile avec tout le monde. Deuxième point diagnostic important pendant cette crise, c'est la petite histoire qu'on s'est racontée quand on s'est eu avant. On me dit aussi, regardez, pendant cette crise, finalement, ça a bien coopéré. Ça a bien marché. Et on se dit, tiens, il y a eu un élément un peu différent par rapport à d'habitude, c'est que les ARS ne s'en sont pas mêlés. Et que finalement, quand on laisse les acteurs tout seuls ensemble faire, bah ça se passe bien. Peut-être que la solution, c'est que la bureaucratie, l'État, soit moins présente dans les coopérations et qu'on fasse un peu plus confiance aux acteurs. Et là, je raconte toujours cette petite histoire, pour mettre en parallèle. C'est une histoire d'une mère de famille. Alors, on m'a dit qu'il fallait que je modernise. Donc, un père de famille qui est seul à la maison, avec 2 adolescents qui regardent la télévision, je modernise, qui sont sur les réseaux sociaux sur leur portable. Et puis, le père de famille dit à ces 2 adolescents, il faudrait qu'il y en ait un de vous deux qui vide le lave-vaisselle. Les 2 adolescents se disputent, vas-y toi, non, moi j'étais hier, mais non, c'est à toi, non, mais ce que je fais c'est important. Bref, à la fin, le père de famille doit utiliser l'autorité parentale et dit, ce sera toi qui iras vider le lave-vaisselle et toi tu le feras demain. Même circonstance, le père de famille est seul à la maison avec ses 2 adolescents, il descend des escaliers, il tombe dans l'escalier. Il tombe en bas des escaliers, il se fait mal, il se fracture la hanche, il crie. Les 2 adolescents se précipitent sur lui comme d'un seul homme, se coordonnent de manière magnifique. Il y en a un qui reste avec le père, l'autre appelle les secours. Tout se gère parfaitement bien sans que le père ait besoin de dire quoi que ce soit. On peut donc en conclure qu'on n'a plus besoin d'autorité parentale. Puisqu'on a bien vu que, en fait, si en cas de crise, il se passe des choses qui ne sont pas reproductibles hors crise. Il faut bien en avoir conscience. On a des leçons de cette crise qu'il faut prendre en compte, mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas reproduire quand on est hors crise. Donc ça, c'était sur le diagnostic et je reviendrai plus tard sur les solutions. Je voudrais vous faire rebondir, Thierry Chiche, sur l'impossibilité. C'est vrai que 2 cliniques privées d'un même groupe, par exemple, ne coopèrent pas si facilement ensemble ? Alors, on travaille quand même pour que ce soit le cas, mais c'est vrai qu'on partait de loin à certains endroits. Il y a encore des territoires Elsan où la coopération est encore perfectible. Mais encore une fois, si on arrive à organiser le travail avec sans échelle de valeur, c'est-à-dire que finalement, nous, notre parti pris, c'est qu'il n'y ait pas une clinique qui soit au-dessus des autres, qui soit leader sur un territoire, mais que chacun trouve sa place, on arrive quand même à faire des belles coopérations.
Jean-Paul Segade, je rappelle que vous êtes le président du CRAPS, le Cercle de recherche et d'analyse sur la protection sociale. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous analysez l'organisation hospitalière au regard de la crise? Alors d'abord, une petite réflexion sur la crise. La crise a permis d'avoir un peu plus de courage. Tout à l'heure, vous parliez d'administration de mission. Alors, je vais faire un peu l'histoire. Mais De Vulder, déjà dans la réforme, il a commencé à dire, dans les CHU, il faudrait que les CHU soient des CHU par mission. Il y a des activités. La réforme Larcher était partie sur le fait que le privé pouvait y participer. Le gros problème, c'est qu'on n'a parfois pas de courage. Et on n'a pas de courage au sens collectif du terme, hein, y compris de l'État, hein, je vais être très clair. Quand l'État se permet de... Je ne sais plus si ce chiffre est exact, mais Dominique de Roubaix, qui était DG d'ARS à l'époque où j'étais ici en charge de la paix de Marseille, il m'expliquait qu'il recevait 350 circulaires par an. Alors, je ne sais pas si vous êtes passé de 350 ou un peu moins, tu nous le diras, mais bon, l'État non plus, l'État est méfiant. Et on a un vrai souci en France de décentralisation ou de déconcentration. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord sur le rôle du tuteur de l'État, je dis que dans nos régions, et là j'étais d'accord avec ce que disaient les élus ce matin, il faut à tout prix que les élus s'en mêlent. Alors je vais vous donner un exemple concret. Il y a 20 ans de ça, à Carpentras, vous avez un maire qui était intelligent, qui a pris la clinique, qui a pris l'hôpital, qui les a engueulés, qui leur a dit « mais non, j'en ai marre, je vous donne un terrain et vous bâtissez une structure ». Il y a 20 ans que ça marche. Je ne dis pas que ça marche tout le temps, je ne dis pas que parfois ça ne se bagarre pas, mais quand vous êtes à Carpentras, vous êtes pris en charge par le privé et par le public, de manière, je vais dire, on ne le sait pas quand on rentre. À droite, c'est le public, je me pense passer ça, et à gauche, c'est le privé, mais on ne s'en rend pas compte. Ouais. Donc ça veut dire que quand on dit le rôle de l'État, il ne faut pas oublier le rôle des élus. Et c'est là où, en ce sens, les élus peuvent faire comprendre qu'on soit... Alors, je vais prendre une situation du PACA qui est là, que j'aime bien, qui est Gap, mais ça peut être aussi Rodez en région que tu connais bien. Je veux dire, à un moment donné, il faut que les élus, avec l'État, soient des catalysateurs pour qu'on mette les privés et le public en disant « mais non, ça suffit ». Ça, c'est le premier. La deuxième, et c'est pour ça que je manque de courage, ce qu'on est en train de dire, le spectateur que je suis maintenant de la réalité aurait pu s'en rendre compte il y a 15 ou 20 ans. On s'en était rendu compte parce que, qu'est-ce qu'on subit? On subit l'évolution du progrès technique. Moi, j'ai commencé ma carrière à l'époque où les chirurgiens étaient des chirurgiens généralistes. Ils faisaient tout. Tout. De A jusqu'à Z. Puis ils disaient, puis moi je fais ça, puis maintenant le suivi du patient, c'est pas mon problème. Allez voir. Aujourd'hui, avec le progrès technique, on est passé sur une autre type d'évolution de la médecine. La télémédecine, l'intelligence artificielle, tout ça va faire modifier. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je dis, il faut toujours. Enfin, il faudrait pas que l'absence de crise, et j'espère que la stabilisation de l'épidémie fait qu'on va sortir de la crise, nous amène à perdre un peu plus de courage, c'est-à-dire de redevenir frileux. Et cette frilosité, elle est aujourd'hui à l'origine de cette absence de coopération. Je vais donner la parole à Angèle Malâtre-Lansac. Est-ce que vous pouvez, comment vous constatez la situation actuelle? Quel constat vous faites de la collaboration publique-privée? Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. J'aurais adoré être avec vous cet après-midi. Donc merci beaucoup d'avoir organisé les choses pour que je puisse le faire à distance. Pour moi, ce dont on parle ici, c'est vraiment l'enjeu des parcours patients en fait. Et j'aimerais bien centrer un peu mon intervention là-dessus, sur le regard du patient. L'enjeu, c'est avant tout pour lui celui d'une expérience un peu, on va dire une expérience globale, qui vive un épisode de soins ou une maladie chronique. Et on explore assez peu l'expérience du patient aujourd'hui, davantage un parcours patient fluide. L'établissement de santé, c'est effectivement essentiel, mais ça ne doit pas être pensé tout seul. Et un des gros défauts du système de santé français, c'est que la coordination, elle repose énormément sur les patients. On l'a dit, hein, Thierry l'a dit, Benoît aussi, on a défaut de coordination entre acteurs, on a des silos, des absences d'interaction, on en a parlé. Je crois que tout enjeu de réforme, et c'est comme ça, je reprends un peu ce qu'ont fait les Américains au moment de l'Obamacare, c'est de penser le triple aim, c'est-à-dire qu'il faut toujours penser à la fois expérience patient, intérêt pour le système et qualité. Et sur les parcours, il me semble qu'il faut vraiment regarder ça de façon avec ce triple axe. Il faut évidemment optimiser l'expérience des patients. Il est déjà aux prises avec sa maladie. Il est essentiel qu'on fasse pas reposer sur lui la coordination. Et ensuite, on sait très bien depuis 20 ans, et Jean-Paul Segade le rappelait, qu'on a des défauts énormes de coordination, de transmission d'informations, et des défauts énormes aussi
aussi de qualité, et ça je pense que c'est une boussole qui doit vraiment guider aujourd'hui la réflexion, cet enjeu de qualité, parce que ces défauts de coordination, derrière c'est des problèmes de iatrogénie, des actes redondants, des surprescriptions. Donc l'enjeu du coût est souvent évoqué, l'enjeu de la qualité je pense est essentiel pour le patient, et ça doit vraiment guider réforme et réflexion. Et ce sujet est particulièrement important en ce moment. Alors on reviendra sur la crise, mais effectivement on le sait tous, hein, l'épidémiologie a changé. Moi je suis tombée sur un rapport du HCAM en préparant un peu les choses qui est intéressant et qui nous dit qui décompte les intervenants dans les différents parcours par pathologie, et c'est kafkaïen. Sur un AVC on a entre 15 et 30 professionnels qui interviennent. Sur Parkinson en moyenne c'est 28 professionnels qui interviennent. Donc pour le patient, qui je vais voir, qui a mon dossier médical, comment je m'oriente, les questions là restent vraiment très très fortes, et on a un sujet là énorme. Et puis on a le changement, au-delà de la chronicisation évidemment des pathologies, on a le changement aussi plus sociologique, je dirais, avec des patients qui sont davantage quelque part consommateurs du système de soins, mais c'est plutôt cette envie, je pense, il faut pas le voir comme du consumérisme, mais plutôt comme une envie d'être acteur dans son parcours, et de savoir un peu mieux quelle qualité des soins on va me procurer, quelle information je peux utiliser pour m'orienter dans mon parcours. Donc il faut pas le voir comme une remise en cause évidemment de la profession médicale ou de ce qui est fait, mais plutôt comme une opportunité que je croise aussi avec l'opportunité de la crise sanitaire qu'on a vécue, parce que vous l'avez tous dit, en fait, il y a eu un moment de coordination, de coopération extrêmement intéressant qui permet de penser un peu hors des cadres. Et puis il y a aussi plein d'acteurs non institutionnels, des acteurs pas classiques qui sont entrés dans le jeu. Beaucoup de sociétés de la tech évidemment qui sont arrivées, des acteurs de la société civile, des data scientists. Je pense à Guillaume, il y en a beaucoup d'autres qui sont arrivés, qui bousculent un peu le jeu et qui permettent de penser un peu hors du ça, plus l'explosion du digital, plus tout l'intérêt qui est porté en ce moment sur les enjeux d'innovation, et puis évidemment le momentum particulier de l'élection qui arrive, où on espère évidemment que la santé va être un sujet important, et de la présidence française aussi de l'Union européenne, avec tous les enjeux de souveraineté sanitaire. Et on a vraiment un momentum intéressant pendant lequel il faut repenser probablement les choses et essayer de repenser ça d'un point de vue besoin, d'un point de vue patient, et changer un petit peu le prisme. Donc voilà, je crois qu'on parlera des propositions plutôt dans un second temps, Églantine, si je ne me trompe pas. C'est ça, mais justement, avant d'écouter vos suggestions pour résoudre ce problème, Laura Le Tourneau, on ne vous a pas encore entendu. Est-ce que vous voulez réagir, ajouter votre point de vue sur ces constats d'aujourd'hui ? Peut-être pour dire un mot sur le constat et puis enchaîner également sur les pistes de solutions, parce que je pense que le constat il est partagé, il est un peu déprimant. L'essentiel c'est qu'on arrive collectivement à trouver des solutions. Sur du numérique en santé, voilà, c'est extrêmement flagrant parce que c'est très concret, le fait qu'on n'arrive pas à travailler ensemble dans le monde de la santé, la ville et l'hôpital, le public et le privé, etc. La piste de solution, elle passe par 2 étapes. La première étape, c'est définir, vous le disiez, une vision, une doctrine. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement ? C'est quoi la juste répartition des rôles entre le public et le privé ? C'est quoi le terrain de jeu de chacun ? Et puis, la deuxième étape, encore plus importante, parce que contrairement à ce qu'on peut le croire souvent dans la puissance publique, c'est pas parce qu'on a fait une feuille de route ou qu'on a publié un décret, une loi, que voilà, c'est un prérequis, mais c'est 1% du travail. La clé, c'est dans l'implémentation. Voilà. Et une implémentation obsessionnelle pour tenir les délais et avancer à marche forcée. Et donc, c'est dans le comment au-delà du quoi. Donc, sur la partie du quoi, j'espère que vous le connaissez maintenant parce qu'on en parle depuis 2019 avec Dominique Pont, avec qui je copilote Safe de route. La doctrine qu'on défend et qu'on partage maintenant, je crois, suite au Tour de France de la e-santé qui a été lancé en 2019, c'est la doctrine de l'État-plateforme. L'État-plateforme, elle s'explique en s'inspirant du mode de gouvernance d'une ville dans laquelle les pouvoirs publics, ils font 2 choses. 1, ils font les règles, le code de la route, le code de l'urbanisme, etc. Et 2, ils font les infrastructures de base indispensables justement à la coordination, au partage et à l'échange entre tous les acteurs de la ville. Donc les routes, les ponts, le réseau d'égouts. Mais ils ne font pas toutes les maisons individuelles. Voilà. Ils font un HLM de temps en temps quand il n'y a pas de business model, que le public doit s'en saisir, qu'il y a un besoin social.
Mais sinon, on ne fait pas les maisons individuelles qui sont faites par le terrain et notamment par le privé. Dans le numérique en santé, l'équivalent de nos règles, c'est le cadre d'éthique, de cybersécurité et d'interopérabilité. L'équivalent de nos infrastructures de base, c'est nos communs numériques, par exemple l'identité nationale de santé qui est clé, ProSanté Connect, le dossier médical partagé, les messageries sécurisées de santé, etc. Et puis l'équivalent des maisons, c'est les services numériques que vous faites, vous, le terrain, avec vos éditeurs ou non, ou directement, et qui doivent se raccorder à la plateforme d'État. Donc respecter les règles et se raccorder à nos communs numériques, à nos infrastructures socles, pour pouvoir faire en sorte que tout ça communique entre les établissements publics et privés, entre la ville et l'hôpital, le sanitaire, le médico-social, etc. On se rend bien compte, dans ce modèle d'État-plateforme, on ne peut pas travailler les uns sans les autres. Si nous, on fait que notre plateforme d'État, c'est comme si dans une ville, il n'y avait que un code de l'urbanisme et des égouts. Ça n'a aucun intérêt pour les citoyens et pour les gens qui habitent dans la ville. Et puis à l'inverse, si les services numériques se développent sans aucun cadre, sans se raccrocher à la plateforme d'État, c'est le bidonville. Voilà, c'est un peu ce qu'on vit actuellement et qu'on doit collectivement redresser. C'est beaucoup plus dur que si on partait d'une page blanche, mais pour avoir une ville urbanisée, comme on dit en système d'information. Donc on a tous notre part à jouer. Mais si on y arrive, c'est le beurre et l'argent du beurre, ce modèle. C'est vraiment ça qu'il est important de comprendre, c'est bénéficier à la fois de l'innovation faite au plus proche du terrain, notamment par des acteurs privés, mais par tout le monde, mais dans un cadre éthique, sécurisé, interopérable, garanti par les pouvoirs publics, souverain, neutre, garantissant l'intérêt général, etc. Ça, c'est la vision qu'il est essentiel de poser, de partager, et je crois que maintenant, on partage tous. Laura Le Tourneau, je me permets juste pour un problème technique, levez votre main par rapport au bas du micro, si vous touchez le... Voilà. Merci beaucoup. Peut-être sur la partie du comment, qui est, encore une fois, on a tendance à mépriser un peu en France parce que c'est pas suffisamment intello, mais c'est la clé, un peu comme à la façon d'un entrepreneur, c'est génial d'avoir une super idée, mais la clé, c'est dans la mise en œuvre, c'est dans l'implémentation. Elle passe par 3 points. Un interne sur lequel je pense qu'il faut qu'on lève le voile et qu'on partage explicitement, et 2 externes, du point de vue des pouvoirs publics. Interne, mais vous le connaissez parfaitement dans les établissements de santé, au moins autant j'imagine qu'en administration centrale. C'est un énorme enjeu de change, un énorme enjeu de changement culturel, de modernisation de l'administration, qui est moi un peu mon dada. Ce qu'on a mis en place quand on est arrivé début 2019, c'est pas une création d'une énième délégation, d'une énième agence. On a transformé 2 instances existantes notamment, à savoir la D6, qui est devenue la DNS, la délégation au numérique en santé, raccordée au ministre, raccrochée au ministre, etc. Et l'ASIP Santé, qui est devenue l'agence du numérique en santé. On les a transformés. Donc c'est un enjeu de change énorme. Si je me focalise sur la DNS, on était un peu avec Dominique 1,5 ETP, puisque lui, il est à mi-temps encore dans sa clinique. À notre arrivée, là, on est un peu une start-up qui avons fait notre levée de fonds, si vous voulez, avec les 2 milliards du Ségur, avec les 650 millions de la stratégie d'accélération de santé numérique. Donc, on est en crise de croissance permanente et on a un très gros enjeu de bien grossir dans l'état d'esprit qu'on essaie d'insuffler depuis le début et qui se caractérise par 5 piliers de la culture DNS. C'est l'unique chose sur laquelle les agents de la DNS sont jugés annuellement. Voilà, pas sur le fond, ils sont jugés que sur le respect des 5 piliers de la culture DNS, qui sont, pour aller très vite, 1, être collé au terrain, 2, communiquer en toute transparence avec l'interne et l'externe et partager ses connaissances. 3, être humble, flexible, positif et ouvert. Hyper important d'être positif dans le secteur de la e-santé parce qu'il y a des galères tous les jours. 4, prendre ses décisions avec rigueur, courage et cœur. On parlait du courage tout à l'heure. Ça paraît être rien, mais prendre ses décisions avec courage et cœur dans la fonction publique, c'est pas quelque chose de largement répandu, alors que ça devrait l'être. Et 5e, jamais lâcher. Voilà, je crois qu'on est un peu connus pour ça. Être ultra déterminé, parce que sinon on n'arrive jamais à faire avancer les sujets. Ça, c'est sur l'enjeu numéro 1. Et puis sur les 2 autres enjeux, qui sont des enjeux de co-construction permanente avec l'externe, en premier lieu, et je le dis exprès, avec les patients et avec les citoyens. Moi, ça m'a choqué quand je suis arrivée au ministère de la Santé. C'est pas vrai. On concerte pas suffisamment avec les patients et les citoyens. Ce qu'on entend le plus, c'est pas vrai. Voilà, dans nos prises de décision publiques. Donc, on a essayé de redresser la barre sur des sujets au moins numériques en santé. On a créé les ateliers citoyens du numérique en santé. Là, on est en train de lancer avec France Asso Santé et avec Respublica, qui est le prestataire de la Convention citoyenne pour le climat, le comité citoyen du numérique en santé, avec 5 associations de patients tournantes, plus 25 citoyens tirés au sort pour concerter sur des sujets sur lesquels, normalement, on concerte
sans les citoyens quasiment, par exemple, la matrice d'habilitation du DMP. Par exemple, est-ce que les citoyens sont d'accord pour qu'on ne puisse pas masquer dans le DMP les documents à son médecin traitant? VS, on peut les masquer à tous les autres médecins. Bah, moi, je refuse de prendre cette décision seule. C'est indispensable que les citoyens puissent aient leur mot à dire, aux côtés de tous les ordres qui l'ont évidemment, mais les premiers concernés, c'est quand même les citoyens. Et puis le troisième axe, c'est la co-construction classique, entre guillemets, avec les établissements, les professionnels de santé et les éditeurs. Et je rajoute les éditeurs parce qu'au ministère de la Santé, habituellement, on n'a pas l'habitude de travailler avec eux. Ouais, c'est plutôt Bercy qui se charge des entreprises. Or, le numérique en santé, sur le terrain, en pratique, il est fait par les éditeurs. Donc, c'est indispensable qu'on travaille main dans la main avec eux. Et là, on essaie vraiment, à marche forcée, de mettre en œuvre des leviers qu'on a activés dans le cadre de la crise avec un des projets un peu emblématiques qui est le projet CIDEP, là, des systèmes d'information de dépistage, dans lesquels on a eu 3 semaines collectivement pour raccorder 4500 laboratoires de biologie médicale de France de façon exhaustive, temps réel et automatique, sachant que ça faisait 8 ans qu'on n'arrivait pas à le faire sur d'autres maladies infectieuses et 15 ans qu'on n'arrive pas à raccorder le DMP à tous les établissements sur le terrain. Et on a réussi collectivement à le faire en 3 semaines, ce qui était honnêtement un exploit industriel. Pourquoi ? Parce qu'on a activé 2 leviers durs, entre guillemets, qu'on n'active jamais habituellement, et un levier mou, dont je reparlerai après. Les leviers durs, c'est traiter en direct avec les éditeurs du secteur. Voilà, ça fait radicalement la différence et ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite que précédemment. Un autre levier, c'est agir des incitatifs, carottes et bâtons très forts à destination des établissements et des professionnels de santé. Voilà, des 2 volets. Et oser les 2 volets, voilà, pour aligner tous les acteurs. C'est les syndicats de biologistes eux-mêmes qui nous l'ont conseillé. Et puis, 3e volet, on a fait une co-construction réelle, où on a travaillé avec les éditeurs de logiciels du secteur et les laboratoires, comme si on était collègues pendant 3 semaines, voilà, indépendamment, etc. Donc, ces leviers, pour terminer, on les réplique dans le cadre du Ségur de la santé, voilà, sur lesquels on compte énormément sur vous et sur lesquels il y a un vrai foisonnement dans l'écosystème. Et on réplique aussi le levier mou, qui est cette co-construction très, très aboutie finalement, et je vais m'arrêter sur ça, à laquelle la FHP contribue massivement. Je tiens vraiment à vous remercier parce que vous avez énormément contribué dans le cadre des task force du Ségur numérique. Vous avez mis en place des pilotes pour montrer que c'était possible. Voilà, moi je pense que c'est hyper important que la FHP joue un rôle de pionnier pour rassurer, avoir des cas, des exemples concrets dans lesquels ça fonctionne en vrai. Et puis, pas plus tard que ce matin, voilà, j'avais une discussion sur IFAC avec la FHP qui a apporté son soutien à notre proposition. Donc, je vous remercie aussi pour ça. Merci beaucoup, Laura Le Tourneau. Je voudrais vous faire réagir, Angèle Malat-Lansac, parce que vous travaillez vous aussi sur l'usage du numérique. Est-ce que, pour vous, le numérique va permettre vraiment de mieux faire collaborer public et privé ? Comment ? Je pense que... Oui, vous m'entendez, oui, c'est effectivement un des enjeux essentiels dont parlait Laura, effectivement, qui est en train de changer la donne. Je pense qu'il y a, comme elle le disait, un vrai enjeu de confiance, notamment du côté des citoyens, et de s'assurer aussi que les professionnels de santé vis-à-vis de tout ce qui est usage du numérique sont à l'aise. On a aujourd'hui, il y a un baromètre là, qui est sorti par la Fondation Roche juste avant l'été, hyper intéressant, qui montre qu'il y a une énorme satisfaction des Français dans leur usage du numérique. 86% des Français sont satisfaits. Les 3/4 d'entre eux pensent que la e-santé va améliorer leur santé dans les années à venir. Donc ça, c'est hyper encourageant. Et je pense qu'il y a 2 ans, on n'aurait jamais pensé que des chiffres comme ça pourraient sortir, bien qu'il y ait culturellement, en fait, on est prêt. Il y a tout cet enjeu-là, en fait, de construire de la confiance, mais aussi évidemment tous les enjeux dont parlait Laura, qui sont ceux de la sécurité, de la portabilité, de l'interop. Il faut permettre aux patients de pouvoir changer de professionnel de santé, de pouvoir changer d'établissement sans perdre d'informations évidemment, et puis permettre aussi aux professionnels de santé d'échanger entre eux. Et ça en termes de coordination et de silos, c'est vraiment un enjeu. Alors le digital n'est qu'un outil, hein, évidemment, mais c'est un enjeu absolument fondamental quand on parle de ces fameux parcours ou de cette coordination. Pour moi, il y a aussi un autre enjeu qui est extrêmement important et qui est même prioritaire, je pense, c'est vraiment celui du capital humain. Benoît parlait de faire confiance aux acteurs. Les acteurs, c'est vrai que le recours aux technologies, c'est une chose, mais la transformation du capital humain, c'est évidemment quelque chose d'absolument essentiel. Je pense qu'il y a énormément d'enjeux de formation, notamment autour des questions digitales en santé et numérique chez les professionnels de santé, qui est absolument prioritaire. Formation aussi chez les professionnels de santé
santé, on sait bien à quel point aujourd'hui ça devient plus que nécessaire. Et puis aussi tous les enjeux de métier, de formation, de passerelle entre les métiers, avec le rôle des infirmiers bien entendu qui est absolument central dans tout ce qu'ils peuvent faire aussi en coordination, de facilitation des parcours, de lien entre les différents univers, que ce soit le médico-social, le public, le privé, le domicile. Donc voilà, tout un enjeu autour des professionnels de santé. Et puis dernier enjeu qui me semble tout aussi prioritaire, parce que vraiment c'est ces trois-là, hein, digital, capital humain, et puis l'enjeu de la qualité. Ça doit être encore une fois une boussole extrêmement importante pour le système. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur la qualité des soins. C'est vraiment un frein. On parlait d'IFAC rapidement, mais c'est vrai qu'il faut penser la qualité en priorité. On est capable aujourd'hui de mesurer. On est capable d'avoir beaucoup plus de data et de les rendre publics et de penser qualité non plus quantité et offre, y compris bien entendu dans les modèles de tarification qui sont absolument centraux et au cœur des silos et des manques de coordination. Il y a beaucoup de pays qui peuvent nous montrer la voie parce qu'ils ont avancé sur cette question des indicateurs de qualité, notamment en associant les patients à leur détermination. On peut recueillir aujourd'hui des choses extrêmement intéressantes, les mixer des indicateurs cliniques créés par les professionnels. Il y a plein de choses à faire pour mieux piloter le système autour de cet enjeu de qualité. On vous ça entend passe moins. aussi par de conscience un peu globale de cet enjeu-là et son importance. Voilà un peu les trois points prioritaires. Merci Angèle. On commence juste à vous entendre moins bien, mais le temps que ça se remette, je voudrais qu'on en profite. Il y a quand même beaucoup de questions qui sont en train d'arriver, mais avant de vous les poser, je voudrais que chacun, ceux qui n'ont pas donné leur solution, je reviens vers vous, Benoît Elbode. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour que, en dehors du jugement de l'autorité de l'ARS, le privé-public arrive à collaborer? Alors d'abord, il y a un philosophe que j'aime bien, André Comte-Sponville, qui dit souvent il faut arrêter d'espérer et vouloir un peu plus. Donc déjà, on est des entreprises humaines. Quand on veut, on peut beaucoup de choses aujourd'hui, il suffit de le vouloir. Donc je pense qu'il faut de la volonté, et par rapport aux trois freins que je citais tout à l'heure, il faut trouver de l'intérêt commun. Après, une chose que j'ai appris aussi, mes solutions, là je vais vous donner 4 exemples précis. Ça c'est une chose que j'ai appris en passant chez vous, c'est d'essayer de faire du concret, parce que sinon on peut parler de principe pendant 20 ans. Donc très concrètement, dans ma région, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur la crise. On a montré, ça a été dit par Thomas Meunier tout à l'heure, chaque hôpital avait des plans blancs, il n'y avait pas de plan blanc de ville, et il n'y avait surtout pas un plan blanc qui disait comment tout le monde allait se coordonner s'il y avait un problème. Première chose que je vais faire dans ma région, dans les projets territoriaux de santé, des plans blancs territoriaux, pour qu'à la prochaine crise, les acteurs, ils aient prévu à l'avance comment ils vont se coordonner entre établissements et ville-hôpital. Premier exemple. Deuxième exemple, ça a été dit, encore intérêt commun, faire face à la crise, intérêt commun. Deuxième intérêt commun, ça a été dit, demain un médecin généraliste. Il ne va pas s'amuser à avoir sur son ordinateur le système d'infos en lien avec telle clinique, celui avec tel SSR, celui avec tel hôpital. Donc demain, grâce au CPTS, parce qu'on va mailler le territoire, dans le projet territorial de santé, quel est le projet de territoire sur les systèmes d'infos? Comment tout le monde va communiquer ensemble? Encore une fois, intérêt commun, intérêt des médecins généralistes d'avoir un seul système avec tout le monde, et intérêt de l'ensemble des établissements de faciliter leur lien avec l'ensemble du premier recours, puisque tout le monde va passer par le même outil. Deuxième intérêt commun. Troisième chose, encore une fois intérêt commun, qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise? Les hôpitaux ont dit on a besoin d'aide, on veut du blanc, les cliniques ont dit pas de problème, on va vous aider, on va vous donner du noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Les hôpitaux arrivent en disant oh là là, ma médecine est saturée, les cliniques arrivent en disant mais pas de problème, donnez-nous votre chir. Évidemment, ça marche pas bien. Donc aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est qu'il n'y a pas assez de médecine dans le privé. On voit bien qu'à chaque fois qu'il y a un problème, que ce soit canicule, grand froid ou Covid, le problème, c'est pas la saturation de l'hôpital, c'est la saturation de la médecine à l'hôpital. Et pourquoi il y a une saturation de la médecine à l'hôpital? Parce que notre système marche sur 2 jambes, ça a bien été dit ce matin, et la jambe médecine dans le privé, c'est 15%. C'est une deuxième jambe faible. Ouais. On sait pourquoi ça marche pas. Parce que la rémunération des médecins libéraux pour l'hospitalisation de médecine, elle n'est pas bonne. Donc qu'est-ce que je fais dans ma région? Et j'ai déjà un établissement privé qui m'a saisi et on va l'accompagner. Article 51 pour avoir un nouveau modèle économique de la médecine dans les établissements privés et essayer de développer la médecine dans les établissements privés pour que quand il y a un problème, on ne se repose pas que sur le public. Et quatrième chose, encore une fois très concrète, alors ça, la quatrième, ça va être le plus dur. Parce que ça, tous ici, sans langue de bois, c'est la chose la plus compliquée. Tous vous dites le problème, c'est l'attractivité médicale.
Les jeunes, ils sont très clairs sur ce qu'ils veulent. Ils veulent des grosses équipes hyper spécialisées. Ça veut dire qu'en chirurgie viscérale et digestive, il y a 3 surspécialités. Je caricature le haut, le milieu, le bas. Ceux qui connaissent comprendront. Donc il y a 3 surspécialités, mais on ne faut pas travailler tout seul. Il faut en chirurgie être au moins 3 par surspécialité. En général, il y en a un en congrès, un en repos de garde et un sur la clinique ou un sur l'hôpital. Donc, calcul mathématique simple, 3 x 3, 9. Je vous l'annonce, demain, toute équipe de chirurgie viscérale qui veut être attractive, c'est 9 praticiens. 9 praticiens. Ça veut dire que la multiplicité des établissements et des équipes de fait rend certains territoires inattractifs. Ça veut dire qu'il va falloir, et là, intérêt commun, sur un territoire, quand il y a une clinique et un hôpital, il y a certains territoires, il n'y a pas la place pour 2 équipes qui ne travaillent pas ensemble. Et donc, pour l'intérêt des 2 et du territoire pour maintenir l'offre, il faut travailler ensemble. Les solutions ne sont pas simples, mais au moins de se rendre compte de cet état de fait sur le territoire et de voir là où on doit vraiment coopérer. À Bordeaux, ce n'est pas un sujet. À Bordeaux, c'est pas un sujet. Mais dans beaucoup de territoires de ma région, c'est un sujet. Donc là, la collaboration publique-privée pour l'attractivité médicale et construire des équipes attractives où le poids de la permanence des soins, notamment, c'est fini les chirurgiens d'astreinte un week-end sur 2. C'est terminé, ça. Faut oublier. Maintenant, une astreinte, faut être 5. Une garde, faut être 12. Thierry Chiche, comment vous réagissez à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois que Benoît a raison. En fait, il y a finalement deux natures de coopération. Il y a la coopération là où c'est difficile et la coopération là où c'est un peu plus facile et on peut aller chercher l'excellence. Et en fait, les deux sont importantes. Il y a beaucoup d'endroits, et nous on le voit, d'ailleurs c'est par là qu'on a commencé la coopération souvent. Les endroits qui sont en difficulté pour l'attractivité médicale, on parlait de Cavaillon, Carpentras, enfin, mais nous chez Elsan, on a, je sais pas, 4 GCS en cours, à Chaumont, Langres, Arles, Saint-Amand-Montrond, on démarre un GCS à Bergerac. C'est des territoires où il n'y a pas la place pour 2 acteurs, c'est clair. Et donc en fait, soit c'est physique, soit c'est pas physique, mais à la fin, on se répartit l'activité et on essaie de faire au mieux. Bon, ça c'est déjà un peu dans les esprits. Et puis après, il y a comment on crée de la coopération sur de l'excellence. Et là, c'est pas du tout parti. Ça, c'est pas du tout parti. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des belles cliniques qui déploient des superbes projets médicaux d'excellence sur certaines spécialités. Il y a des CHU qui font pareil, etc. Et là, ce serait formidable d'avoir quelques projets publics-privés d'excellence aussi, en complément de ces activités un peu de survie sur les territoires en difficulté, pour montrer qu'en fait, l'équipe de France de la santé, c'est aussi une équipe de France d'excellence. C'est pas qu'une équipe de France pour sauver le soldat Ryan au fin fond du Haut-Marnais. Ouais. Donc voilà. Jean-Paul Segade, je vous donne la parole sur vos solutions avant que je vous pose à tous les questions, elles sont nombreuses. Lorsqu'on a interrogé les acteurs, dans le cas du CRAPS, on le fait souvent, la première chose qu'ils nous disent, faites-nous confiance. Ça, toi, tu cites un philosophe, ouais. Moi j'aime bien citer Georges Pompidou qui disait, chaque fois qu'on voyait un texte qui arrivait en Conseil des ministres, il leur disait, foutez la paix aux Français. Et une des leçons de la crise, c'est de dire que quand on appelle à la confiance, les gens marchent, quand on fait appel à la défiance ou au contrôle. Pour cela, il y a 2 obstacles. Le premier, c'est notre tradition jacobine qui fait que, y compris pour le directeur d'hôpital, il veut se faire couvrir. Alors, je vous donne un exemple qui est concret. Quand j'étais directeur général de CHU et que je voulais pas que le dossier avance, mais je voulais pas le dire au chef de service, je disais, je vais en parler à l'ARS. Et quand je voulais que ça soit vraiment enterré, je disais, je vais demander à l'État. Alors là, j'étais tranquille. Donc, il faut qu'on réinvente le principe de subsidiarité. Et c'est d'autant plus difficile, je le dis aux directeurs d'hôpitaux publics qui sont là, c'est que ce principe de subsidiarité, il s'applique aussi en interne à l'hôpital public. Pourquoi on n'a pas mis en place ces contrats de pôle avec une déconcentration des moyens par pôle? Pourquoi on est revenu au service? Marisol Touraine nous a refait le coup dans une texte de repartir de service. Et c'est une réflexion qu'il faut avoir du principe de subsidiarité. Un exemple qui est concret, et je m'arrêterai là pour vous donner un exemple. Il faut qu'un État ait une doctrine forte et qui laisse l'initiative. Il y a 3 niveaux de hiérarchie dans l'Église chrétienne, catholique, apostolique, romaine. Il y a la paroisse, l'évêché et le pape. 3. Les cardinaux, c'est honorifique. Le prêtre fait ce qu'il veut dans sa paroisse, et quand vous voulez, et un autre prêtre de notre paroisse veut aller dire la messe dans cette paroisse, il demande l'autorisation. Par contre, ils ont une congrégation de la foi qui est draconienne dans les dogmes. Alors je dis à l'État, concentrez-vous sur l'essentiel
et foutez-nous la paix. Mais je dis en même temps aussi à l'ARS la même chose. Et c'est normal que les chefs de service ou les chefs de pôle dans un hôpital public disent la même chose à son directeur. Et pour cela, il faut accepter une chose qu'on a du mal, c'est l'inégalité. Ça veut dire qu'il faut qu'on accepte qu'à Rodez, on fonctionne différemment qu'à Argenteuil, et qu'à Aurillac, on n'est pas le même traitement du Covid qu'on est en région marseillaise, dans les quartiers nord. Et ça, on a un gros problème culturel en France, c'est qu'on est tous d'accord pour des différences, mais on est tous d'accord pour l'égalité. Et on ne veut pas d'inégalité. Tout ça rejoint une question sur les organismes qui gèrent la qualité sont multiples, DGS, HAS, ANAP. À quand la simplification qui amène à l'efficience? C'est un vrai benchmark. Je crois que vous êtes nombreux à être d'accord. Une proposition, je le dis à notre président, demander au prochain président de la République de faire un moratoire, ce qu'on a proposé au titre du CRAPS. Pendant 1 an, le ministère de la Santé ne sort pas de texte. Et se concentre pendant 1 an sur quels sont les tests qu'on peut supprimer. Voilà une proposition concrète. Alors j'ai une autre question, excusez-moi. La divergence tarifaire est un facteur d'échec de la coopération publique-privée et mortifère pour les parcours de soins. Pourquoi l'État ne prend-il pas au sérieux ce sujet ? Comme je l'ai dit, les privés ont le même système tarifaire. Je ne constate pas que la coopération entre privés, quand c'est des groupes différents, ils coopèrent pas mieux. Et les médecins libéraux entre eux coopèrent pas mieux. Et les publics entre eux. Mais vous croyez que... Mais vous savez comment ça marche, un GHT ? Non, mais vous croyez... C'est vrai qu'en général, on croit toujours, mais maintenant qu'il y a les GHT, ils sont super soudés, ils travaillent ensemble, c'est une force de frappe. Non, mais ça va pas. Du tout. Non, mais ça marche pas du tout comme ça. Les GHT, ça marche bien sur les fonctions support, achat, etc. Mais dès qu'on parle de projet médical et de projet de coopération humaine, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pas le mode tarifaire qui pose le problème. J'ai dit tout à l'heure les 3 freins. La résistance au changement, la vision qui peut être différente et des intérêts qui sont pas communs entre concurrents. C'est pas facile à résoudre, ces 3 points. L'intérêt commun. Dès qu'on trouve un intérêt commun, comme le disait Thierry Chiche, si l'intérêt commun, par exemple, c'est de dire à Bordeaux, sur la chirurgie cardiaque, si on veut concurrencer les Américains, il faut que la chirurgie cardiaque du CHU et la chirurgie cardiaque du privé, ils travaillent ensemble pour faire des projets de recherche avec beaucoup plus de patients. Là, il y a un intérêt commun d'excellence pour les deux. On va y arriver. C'est l'intérêt commun, la clé. Après, nous, on n'attend pas l'égalité tarifaire. Je pense qu'on a perdu l'espoir là-dessus. Par contre, on veut l'équité. Et l'équité, c'est un peu différent. Ça veut dire qu'une infirmière du privé, elle a la même revalorisation qu'une infirmière du public. C'est ça qu'on attend. Et en fait, honnêtement, c'est facile à obtenir. C'est facile à obtenir. Je posais une question sur le numérique. La e-santé est-elle amenée à remplacer un maillage territorial fin et une présence des acteurs de santé dans les territoires dans la politique de santé publique ? Ouais, je suis pas sûre d'avoir compris. Alors ouais. Non mais peut-être réagir en disant quelque chose. La doctrine de l'État plateforme, c'est vraiment pas ou bien on centralise tout, ou bien on décentralise tout. Vous avez compris, c'est un peu une 3e voie finalement. Nous, quand on est arrivé sur le numérique en santé, on nous a dit, mais à l'inverse, les éditeurs comme les établissements et les professionnels libéraux, ils nous ont dit soyez autoritaires. C'est un bordel sans nom. La e-santé, le premier truc qu'on nous dit quand on va sur le terrain, c'est il y en a partout. La moitié des trucs, c'est des gadgets, on ne sait pas s'y retrouver, c'est pas sécurisé, c'est pas interopérable. Je peux pas apporter mes données, je suis captif de mon éditeur. C'est ça qui ressort. Donc on nous disait imposer des règles d'interopérabilité aux éditeurs, imposer la cybersécurité, imposer l'éthique du numérique en santé, qui nous semble nous un axe essentiel, et par ailleurs imposer le partage effectif de données de santé aux professionnels et aux établissements de santé. Donc on est dans un cadre un peu différent. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on prend les textes pour poser les prérequis, mais on sait très bien que la moitié de la loi n'est pas appliquée. Et ensuite, on active les leviers beaucoup plus efficaces, typiquement IFAC ou d'autres leviers, pour faire en sorte que ça marche en vrai au bénéfice de tous. Et je pense que, honnêtement, ça fait consensus. La clé, maintenant, c'est encore une fois de l'implémentation. Angèle Malade-Lansac, est-ce que vous voulez réagir ? Et on terminera là-dessus parce que la suite est prête. Très bien, mais je vais aller très vite du coup. Non, juste sur la e-santé, aucune vocation évidemment à remplacer les acteurs. Je crois qu'il faut vraiment le voir comme une complémentarité aussi pour combler les marges et pour combler les manques. Donc tout le travail que fait la DNS notamment sur ces enjeux de partage de data, mais aussi tout ce qui est accès aux soins, coordination, gain de temps pour les professionnels. Il faut le voir comme ça et pas du tout comme un enjeu de remplacement de quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas en l'occurrence. Donc ce sera le point que je voulais mettre en place.
Merci beaucoup. Lamine, est-ce que vous voulez apporter votre point de vue, un éclairage sur la question ? Non, juste une réflexion. J'aime beaucoup, Benoît, ton histoire d'autorité parentale. En plus, tu l'as mis au goût du jour avec un homme. Alors peut-être tu prendras l'exemple d'un croisé. C'est plus glorieux qu'une fracture de hanche parce que c'est un papa jeune. Donc on prendra le croisé ou l'entorse de cheville gauche et pas la fracture de hanche parce que ça c'est plus pour mon âge que pour ton histoire. Et merci aussi, Benoît, pour ton idée de médecine, parce que c'est vrai que ça nous tient à cœur depuis des années, et l'article 51, c'est une des pistes, puis après, il faudra le sanctuariser, je pense, dans les textes, pour qu'on puisse enfin offrir une rémunération digne aux médecins, aux internistes, aux médecins gériatres, qui sont aussi partie prenante de nos établissements. Thierry, bien sûr, hein, on est en phase sur l'équité, la transparence, et on porte ce combat tous ensemble. Merci à vous pour ces témoignages. Je me permets de saluer également Dominique Pont, hein, qui est un artisan majeur également de la transformation de santé en numérique. Et c'est vrai que ce sont des beaux projets qui nous tiennent à cœur aussi. Et il y a des financements et qu'on en soit équitablement partagé. Benoît, petit message pour ta région aussi, que les financements à l'investissement soient également partagés entre les secteurs. Voilà, hein, je ne peux pas m'empêcher, comme tu as un langage direct, d'avoir le micro et d'avoir cette même amitié et transparence dans nos discussions. En tout cas, merci pour tes propos. Merci à tous les 5. Merci beaucoup.